Un village s'embrase. Les toits de chaume s'effondrent les uns après les autres. Au milieu de la poussière et de la fumée, les enfants pleurent, des mères hurlent, les hommes sont enchaînés et traînés vers le fleuve. Les Portugais avancent, soutenus par des mercenaires. Chaque torche qu'ils jettent, chaque cri qu'ils arrachent est une blessure infligée au royaume du Ndongo. Mais au cœur de cette nuit de terreur, une jeune femme observe. Elle ne fuit pas. Ses yeux suivent chaque mouvement, chaque faiblesse de l'ennemi. Dans ses veines, la colère remplace la peur. Cette nuit-là, une conviction naît. Son peuple ne sera pas une proie sans défense. Son nom est Nzinga Bandé. Et bientôt, c'est elle qui fera trembler l'ennemi. Bienvenue dans Portrait d'Ébène. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter, à partager et à faire grandir la communauté. Et si vous me découvrez aujourd'hui, abonnez-vous dès maintenant, parce que l'histoire que vous allez entendre, vous ne la trouverez pas dans vos manuels. Alors laissez-vous guider. Nous allons entrer dans la vie d'une reine africaine qui osa défier l'un des empires les plus puissants du monde. Voici l'histoire de Nzinga Bandé, la reine indomptable d'Angola. Avant de devenir une reine redoutée, Nzinga n'était qu'une enfant, née en 1583 dans un royaume puissant, le Ndongo. Ce royaume s'étendait au cœur de l'actuel Ghana, au sud du fleuve Kwanza, à quelques centaines de kilomètres de l'océan Atlantique. Une terre fertile, riche en cuivre et en ivoire, traversée par des routes commerciales qui reliaient l'intérieur de l'Afrique aux côtes maritimes. Le Ndongo était gouverné par la dynastie d'Angola, un titre royal qui donnera plus tard son nom au pays Angola. Le roi, appelé Ngala, régnait depuis la capitale royale, soutenu par un réseau de chefs de province et de conseillers. L'organisation politique reposait sur une hiérarchie solide. À la tête, le roi et sa famille, autour de lui, un conseil d'anciens et de dignitaires, et plus loin, les chefferies locales qui administraient les villages et collectaient les impôts. C'était un royaume structuré, respecté et assez puissant pour résister aux premières intrusions portugaises. Mais cette stabilité déjà fragile allait être mise à rude épreuve. Depuis 1575, les Portugais s'étaient installés à Luanda, sur la côte atlantique de l'actuel Angola. Officiellement, ils venaient pour commercer et répandre la foi chrétienne. En réalité, ils cherchaient surtout à capturer des esclaves pour alimenter la traite transatlantique. Chaque année, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants étaient arrachés à leurs terres, entassés dans des cales, des navires, envoyés vers le Brésil et les Caraïbes. Mais le roi, père de Nzinga, n'était pas homme à se soumettre. Il connaissait les jeux trompeurs des Portugais. Un jour, il proposait des tissus, du vin, des mousquets. Le lendemain, ils exigeaient des captifs et plus de terres. Alors, il fortifia les frontières, recruta des mercenaires et prépara ses enfants à vivre dans ce monde menacé. Contrairement à ce qu'on aurait pu attendre d'une princesse, Nzinga ne grandit pas dans la seule douceur de son palais. Dès son enfance, elle fut initiée à l'équitation, au maniement de la lance, à la chasse, mais aussi à la rhétorique et aux traditions spirituelles. Elle apprit à parler le kimbundu, la langue de son peuple, mais aussi à comprendre le portugais, l'outil de l'ennemi. Dans un monde où la guerre devenait inévitable, elle n'était pas seulement l'héritière d'une lignée royale, elle se formait déjà pour devenir une stratège. Car bientôt, le Ndongo allait être plongé dans la tourmente. Les incursions portugaises se faisaient de plus en plus violentes, les villages brûlaient, les familles se dispersaient, et au cœur de cette tempête, l'avenir de Nzinga allait se dessiner. « 1622. Le royaume du Ndongo est à bout de souffle. Les incursions portugaises se multiplient. Les razzias détruisent villages et récoltes. Les familles sont dispersées, la colère gronde. Le roi Bandé, frère de Nzinga, cherche désespérément une solution. Mais ses troupes sont trop faibles. Son autorité est contestée. Alors, il prend une décision audacieuse. Envoyer sa sœur comme négociatrice auprès des Portugais à Luanda. Luanda, une ville portugaise, bâtie sur les rives de l'Atlantique. Des églises blanches aux clochers élancés, des canons pointés vers la mer, et partout, l'odeur du sel et des chênes. Car derrière ces murs, Luanda n'est pas qu'une colonie, c'est la porte de l'esclavage atlantique. Des milliers de captifs y sont embarqués chaque année, direction les plantations du Brésil. Dans la salle du gouverneur, tout est calculé pour l'intimider. Le gouverneur s'assoit dans un fauteuil richement sculpté. Devant lui, un tapis posé au sol. Pas de siège pour Nzinga. Un détail en apparence,
mais un symbole brutal. Les Portugais veulent la rabaisser, la traiter comme une vassale, pas comme une reine. Un silence lourd s'installe. Zinga observe la scène. Ses conseillers retiennent leur souffle. Va-t-elle céder à l'humiliation ? D'un geste calme, elle fait signe à l'une de ses servantes. La jeune femme s'agenouille immédiatement. Sans un mot, Zinga s'assoit sur son dos, transformant son corps en trône. Elle redresse la tête, son regard fixé sur le gouverneur. Elle est désormais à la même hauteur que lui. Égal à égal. Le message est clair. Elle ne sera jamais traitée comme une subordonnée. Les négociations commencent. Les Portugais réclament un tribut. Esclaves, terres, concessions commerciales. Zinga écoute attentivement, sans se presser. Elle parle un portugais fluide, ponctué de verbes en kibundu qui déstabilisent ses interlocuteurs. Elle refuse les quotas d'esclaves, obtient une réduction des taxes et limite l'emprise des missionnaires chrétiens. Et puis, dans un geste théâtral qui surprend l'assemblée, elle accepte le baptême chrétien. Devant témoins, elle reçoit le nom de Dona Ana de Souza, en hommage à l'épouse du gouverneur. Pour les Portugais, c'est une victoire morale. Ils y voient une conversion, une soumission. Mais Zinga, elle, y voit une arme. Car ce baptême n'est pas une défaite. C'est un outil diplomatique, une manière de gagner du temps et d'ancrer sa légitimité. Quand elle quitte Luanda, Zinga emporte bien plus qu'un traité fragile. Elle a acquis une réputation. Elle a montré à son peuple et aux Portugais qu'elle était une diplomate hors pair, capable de transformer une humiliation en triomphe symbolique. Et surtout, elle a compris une chose essentielle. L'ennemi n'est pas invincible. Ses soldats sont mal payés, mal nourris, dépendant des cargaisons venues d'Europe. Si elle parvient à couper ses lignes d'approvisionnement, leur puissance s'effondra. Ce jour-là, au lieu d'être écrasée, Zinga s'élève. Et sa détermination à protéger son peuple vient de se transformer en une arme redoutable. La ruse diplomatique au service de la résistance. Quelques mois après les négociations de Luanda, le destin frappe. Le roi Mbandé, frère de Nzinga, rongé par la paranoïa et la défaite, met fin à ses jours. Le trône du Dongo est vacant. Mais au lieu d'accueillir Zinga comme reine, les nobles, manipulés par les Portugais, lui tournent le dos. Ils veulent un souverain malléable, pas une femme déterminée. Zinga n'a pas d'autre choix que l'exil. Elle quitte le Ndongo, mais pas les armes à la main. Son esprit est plus aiguisé que jamais. Elle se réfugie dans un royaume voisin, le Matamba. Là, elle prend une décision radicale, forger une nouvelle puissance à partir des ruines. Elle rallie les Imbangala, un peuple de guerriers redoutés pour leur discipline et leur férocité. Des hommes, mais aussi des femmes, formés à une vie entièrement tournée vers la guerre. On raconte qu'ils frappaient la nuit, surgissaient comme des ombres et repartaient sans laisser de survivants. Au lieu de les craindre, Zinga les attire à elle. Elle transforme cette brutalité en une arme stratégique. Son arme devient un mélange explosif. Anciens esclaves libérés, mercenaires étrangers, guerriers Mbangala et soldats fiers du Ndongo. Zinga impose une organisation militaire moderne. Elle apprend à ses troupes la mobilité, la ruse, l'art de la guérilla. Frappez vite, dispersez-vous, revenez plus fort. Elle harcèle les garnisons portugaises, incendie les plantations, coupe les routes commerciales. Chaque convoi portugais devient une cible, chaque fort une prison assiégée. Les Portugais, habitués à des batailles rangées, sont déconcertés. Leurs armures lourdes et leurs musquets les ralentissent. Face aux attaques fulgurantes, sous le commandement de Zinga, le Matamba se transforme en un bastion de résistance. Elle installe une capitale, réorganise l'économie, impose son autorité aux chefs locaux. Elle interdit la traite sur ses terres, sauf pour les prisonniers de guerre qu'elle échange stratégiquement contre des armes. Une décision dure, ambiguë, mais nécessaire pour protéger son peuple et maintenir l'équilibre des forces. Bientôt, le Matamba devient plus qu'un refuge. C'est un royaume puissant et prospère, respecté dans toute la région. Le nom de Zinga inspire la peur aux Portugais et l'espoir à ceux qui rêvent de liberté. Et puis, une opportunité se présente. En 1641, les Hollandais, ennemis jurés des Portugais, prennent la ville de Luanda. Zinga saisit sa chance. Elle tend la main au nouveau maître de la côte et conclut une alliance. Avec leur aide, elle redouble ses offensives. Les convois portugais sont interceptés,
Les garnisons tombent les unes après les autres. Dans les collines, dans les savanes, partout où elle passe, Nzinga devient une légende. Pour son peuple, elle est l'incarnation vivante de la résistance. Pour ses ennemis, un cauchemar sans fin. Mais l'histoire n'offre jamais de victoire simple. En 1648, les Portugais reprennent Luanda aux Hollandais. Nzinga doit reculer à nouveau. Mais cette fois, elle n'est plus une exilée. Elle est une reine dont la détermination ne faiblit pas, même face au revers. Les années passent, les guerres s'enchaînent, les victoires comme les défaites. Mais Nzinga ne cède pas. Même vieillissante, même affaiblie, elle continue à monter à cheval, à diriger ses troupes, à négocier ses alliances. Son peuple la regarde comme une reine, mais aussi comme un roc. Après des décennies de lutte, les Portugais comprennent une vérité simple. Nzinga ne sera jamais brisé. Alors, en 1657, un traité de paix est signé. Ce traité n'est pas une soumission, c'est une reconnaissance implicite. Le royaume du Matamba est souverain. Nzinga conserve son trône, son autorité et une autonomie qui force même Lisbonne à reculer. Mais la reine ne se contente pas de savourer ce moment. Elle met au profit ses années de répit pour reconstruire. Sous son règne, le Matamba se transforme en un royaume prospère. Les marchés reprennent vie. Les alliances avec les royaumes voisins se consolident. Les Hollandais, malgré leur départ de Luanda, laissent une empreinte commerciale que Nzinga exploite. Elle négocie, commerce et maintient un équilibre fragile entre indépendance et pragmatisme. Pour renforcer sa légitimité, elle continue aussi à jouer de la diplomatie religieuse. Convertie officiellement au christianisme, elle n'hésite pas à utiliser cette identité pour dialoguer avec les missionnaires et apaiser les tensions. Mais dans l'intimité, elle reste attachée aux rituels et aux traditions ancestrales de son peuple. Un double langage, un double visage. Celui d'une reine qui sait que la survie exige plus que la force brute. À plus de 80 ans, Nzinga reste une figure imposante. Elle reçoit les émissaires européens avec la même dignité que jadis. Elle préside encore les conseils et son nom seul suffit à décourager certaines incursions. Son aura dépasse largement ses frontières. On raconte son courage dans les villages, on transmet ses ruses dans les familles, et même ses ennemis la citent avec respect. Mais derrière cette façade de puissance, Nzinga prépare aussi l'avenir. Elle sait que sa mort marquera un tournant. Alors, elle décide d'assurer la continuité du royaume, d'organiser sa succession et de transmettre à son peuple une structure capable de lui survivre. En 1663, après plus de 4 décennies de résistance, la reine Nzinga s'éteint. Elle laisse derrière elle non seulement un royaume debout, mais aussi une légende. Son corps disparaît, mais sa mémoire, elle, commence son voyage. Nzinga Bandé s'est éteinte en 1663, à plus de 80 ans. Son corps a disparu, mais son nom, lui, n'a jamais cessé de circuler. Transmis de bouche en bouche dans les villages d'Angola, murmuré lors des veillées, évoqué lors des danses et des chants. Nzinga n'est plus seulement une reine. Elle devient une mémoire vivante, un symbole de dignité et de résistance. Aujourd'hui encore, son héritage marque l'Angola. Des rues et des écoles portent son nom. Une statue s'élève à Luanda et son visage figure sur les billets de banque. Elle est célébrée comme l'une des premières femmes africaines à avoir gouverné avec autant d'autorité et de clairvoyance. De l'Atlantique aux Caraïbes, des États-Unis à l'Europe, son nom a traversé les océans avec ceux qui furent arrachés à leurs terres. Dans les luttes pour la légalité et liberté, elle est citée comme un modèle de courage et de leadership. Nzinga n'était pas seulement une reine du Ndongo et du Matamba, elle était l'incarnation d'un rêve, celle d'une Afrique fière, souveraine et libre. Et vous, en écoutant son histoire aujourd'hui, qu'allez-vous retenir ? La ruse de la diplomatie, la bravoure de la guerrière ou la dignité d'une femme qui n'a jamais accepté de plier le genou ? Merci d'avoir écouté cet épisode de Portrait d'Ébène. Si cette histoire vous a touché, prenez quelques secondes pour noter le podcast et vous abonner. C'est le meilleur moyen de faire grandir la communauté et de donner plus de voix à notre mémoire partagée. Ensemble, célébrons les étoiles noires qui ont marqué notre histoire. À bientôt sur Portrait d'Ébène.